Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. L'essence et le diesel, c'est bientôt fini. À partir de 2035, seules les voitures électriques seront autorisées à la vente sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Avec un petit bémol, les voitures thermiques seront aussi autorisées à condition de consommer du carburant synthétique. Alors qu'est-ce qu'un carburant synthétique? Comment le produit-on? Combien ça coûte? Est-ce que c'est aussi avantageux sur le plan écologique et climatique que de passer à un moteur électrique? Ce carburant pourra-t-il être utilisé dans les voitures avec lesquelles nous roulons aujourd'hui? Ce sont toutes les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre, nos invités sont Aurore Richel, vous êtes docteur en sciences chimiques à Gembloux Agrobiotech, c'est le campus de Gembloux qui dépend aujourd'hui de l'Université de Liège. Merci d'être avec nous. Merci. Et Francesco Contino, vous êtes vous un spécialiste des questions énergétiques et de la transition énergétique et vous enseignez à l'école polytechnique de Lucé-Louvain. Merci à tous les deux. Je vais peut-être commencer avec vous, monsieur Contino. Quand j'ai dit qu'il y a un petit bémol, c'est un changement, une adaptation qui a été décidée lors du dernier Conseil européen, notamment l'allemande de l'Allemagne et de l'Italie, qui est de permettre, à côté de la commercialisation des voitures électriques, de ces voitures qui utilisent des carburants synthétiques. Ça veut dire quoi? C'est une ouverture, on n'est pas tout à fait sûr de devoir passer au 100% électrique pour les voitures individuelles après 2035 en Europe? On va majoritairement, en tout cas pour l'instant, passer à la voiture électrique, en tout cas pour les ventes neuves. La demande vient essentiellement des voitures puissantes et performantes, des voitures de luxe. Vous pouvez mentionner l'Allemagne et l'Italie, on peut penser aux marques comme Porsche ou Ferrari, et c'est principalement pour ces voitures-là qu'on voudrait assouplir d'une certaine façon la règle. Ouais, je vous sens déjà un petit peu dubitatif ou sceptique. Moi, ce n'est pas vraiment dubitatif ou sceptique, c'est un petit peu dommage que quand on se donne une trajectoire et une ligne de conduite, en tout cas pour la transition énergétique, on ne s'y tienne pas. Ça reflète peut-être un petit peu les limites de notre système. Alors, je voudrais qu'on essaye d'être le plus pédagogique possible ce soir. Aurore Richel, on va parler de carburant synthétique. C'est quoi d'abord la définition d'un carburant synthétique? On devrait même dire les carburants synthétiques, parce que carburant synthétique, ça fait référence à plein de familles de composés différents. Donc on peut avoir de l'essence synthétique, du diesel synthétique, on peut même avoir du kérosène synthétique, du carburant marin synthétique. Et synthétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme lui-même qui les a fabriqués dans des usines dédiées. Et les a fabriqués à partir de quoi? À partir de tout sauf du pétrole. Donc on peut avoir des carburants synthétiques qui proviennent de matières végétales, de déchets organiques. Ça, c'est vraiment l'Eldorado, c'est vraiment ce que l'on cherche à faire. Mais à côté de ça, on a des carburants synthétiques, des carburants de synthèse, qui sont actuellement commercialisés et qui, eux, sont produits à partir de gaz naturel ou même de charbon, de moindres grades de charbon comme le lignite, etc. Donc, carburant synthétique, ce n'est pas toujours quelque chose de prometteur. Il ne faut pas oublier que des carburants synthétiques, ceux qui sont commercialisés à l'heure actuelle, ce sont des carburants synthétiques qui restent d'origine fossile. Oui, on va expliquer encore un peu plus dans le détail, si vous voulez bien. Si j'ai bien compris, moi, les carburants synthétiques, il faut deux choses pour les produire, c'est du carbone et de l'hydrogène. Ce sont les deux ingrédients à partir desquels on peut faire cet hydrocarbure qui pourrait remplacer notre essence et notre diesel de maintenant? C'est exact, vous avez tout bien compris. Donc il faut une source de carbone que l'on va traiter avec de l'hydrogène dans des réacteurs appropriés. Et ce carbone, il peut venir de partout. Il peut venir du charbon, comme on vient de le dire, ou du gaz naturel. Il peut venir aussi de matières végétales, des bois, de l'arbre, de résidus de culture. Par exemple, le carburant synthétique de demain, ça pourrait être fait à partir d'algues? Ça peut être fait à partir d'algues. Ou à partir de nos déchets alimentaires. Exactement. Qu'on pourrait recycler dans cette direction-là. Exactement. En attendant, on n'est pas là. On est plutôt dans le carbone qu'on capture et de l'hydrogène qu'on doit produire. J'essaye d'expliquer encore. Si j'ai bien compris, si je n'ai pas compris, vous me corrigez. On prend une molécule d'eau, on sépare l'hydrogène et l'oxygène. Pour cela, il faut une électrolyse, donc il faut de l'électricité. C'est comme ça que ça marche. Et ça veut dire que si l'électricité est d'origine renouvelable, j'ai fait de l'hydrogène vert. Si elle ne l'est pas, c'est un petit peu moins avantageux sur le plan climatique. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est un bon résumé. Ça, c'est ce que l'on appelle des e-fuels ou des e-carburants qui sont, eux, produits effectivement avec de l'hydrogène qui proviendrait d'une ressource renouvelable, à savoir l'eau, qui est la ressource renouvelable par excellence, et qui serait combiné cette fois-ci avec une source de carbone qui serait le dioxyde de carbone qu'on pourrait capter des usines ou dans l'atmosphère. Ouais, je vous pose déjà cette question, Francesco Contino. Pour le moteur à combustion tel qu'on le connaît, qui existe dans nos voitures, ça change
change quelque chose d'avoir un carburant synthétique ou un carburant d'origine fossile, ou c'est exactement le même fonctionnement? Ça va dépendre du carburant synthétique. On pourrait même dire que le premier carburant synthétique, celui qui est le plus simple, c'est l'hydrogène. Même avant de combiner avec le carbone, l'hydrogène peut être utilisé comme un carburant synthétique. Et il y a déjà plus de 20 ans, on avait des moteurs tels qu'on les connaît actuellement à l'hydrogène et ça fonctionnait très bien. Ouais, pourquoi on n'a pas gardé ces moteurs à hydrogène? J'allais vous le dire, ce serait bien. Donc, le problème essentiel de l'hydrogène, c'est sa densité énergétique par quantité de volume. Il est très dense en termes énergétiques par kilogramme, mais on n'est pas arrivé à mettre beaucoup de kilogrammes dans une voiture. Et donc là, on a un problème, un petit peu comme les batteries, d'autonomie avec l'hydrogène. Alors c'est déjà mieux que la batterie électrique, mais malheureusement, on souffre quand même de la quantité qu'on peut transporter. Donc c'est pour ça qu'on est finalement arrivé à d'autres carburants de synthèse qui arrivent à mettre beaucoup plus d'énergie par quantité emportée. Ouais. Ceux qui ont un peu de mémoire ou qui ont bien étudié l'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale, savent que, par exemple, l'armée allemande, dans la période 39-45, a produit une sorte d'essence de synthèse à partir de ces mines de charbon. C'était déjà du carburant synthétique, on peut employer ce terme-là? C'était du carburant synthétique et d'ailleurs, on n'a pas réinventé la roue. Les carburants de synthèse existent depuis plus d'un siècle. Et vous avez mentionné le cas de l'armée allemande. Il y a eu d'autres exemples dans l'histoire, mais c'est toujours le même scénario, c'est reprendre du carbone qui provient d'une source et le combiner avec des procédés qui n'ont pas changé du tout et pour produire ces fameuses molécules qui ressemblent à notre essence, à notre diesel ou à notre kérosène. Alors, je reprends la démonstration, là on l'avait laissé tout à l'heure, Aurore Richel. On a parlé donc de ce mélange de carbone et d'hydrogène, et de l'hydrogène qu'on produit au départ d'une molécule 2. Si je produis mon électrolyse et donc mon hydrogène avec de l'électricité d'origine renouvelable, j'ai de l'hydrogène vert. Oui. Si ce n'est pas le cas, j'ai quoi? De l'hydrogène, mais qui a un coût carbone? Qui a un coût carbone. Il faut savoir qu'actuellement, la principale source d'hydrogène, ça reste le gaz naturel. C'est comme ça qu'il est produit à l'heure actuelle. Et il faut bien mentionner que la technologie qui consiste à produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, elle est encore en développement à l'heure actuelle, elle a encore certaines limites et il y a de grands industriels qui sont en train pour le moment d'investiguer et d'améliorer cette voie de production. Oui, notamment une firme finlandaise, si je ne me trompe pas, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors je vous pose la question, vous allez peut-être débattre et me dire ce que vous en pensez. Si mon hydrogène, donc il faut une forte quantité d'électricité pour produire l'hydrogène, si c'est l'hydrogène produit grâce à l'électricité nucléaire, est-ce que c'est vertueux ou est-ce que ce n'est pas vertueux? De toute façon, il faut d'abord se questionner sur l'utilisation de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Parce qu'on pourrait directement utiliser l'électricité. Si on a une mobilité électrique, si on a électrifié la chaleur, si on a électrifié l'industrie, finalement, autant utiliser directement l'électricité. L'hydrogène est un vecteur énergétique, une manière de stocker de l'énergie et de pouvoir déplacer une production d'un moment donné à un autre. Et donc, il devient vertueux d'utiliser l'hydrogène quand finalement, son utilisation est intéressante parce qu'il ne faut pas oublier que dès qu'on produit quelque chose, dès qu'on transforme quelque chose, on va avoir des rendements, on va avoir des pertes. Et donc, au fur et à mesure de ces pertes, on va finalement négliger un peu la source initiale. Ouais. Et donc je repose ma question. Pour vous, l'hydrogène qui serait produit au départ d'électricité nucléaire, c'est une bonne idée ou c'est une moins bonne idée en termes climatiques? C'est une bonne idée, sauf si on fait tourner une centrale nucléaire que pour faire de l'hydrogène. Ouais. Il faut que ce soit l'électricité un petit peu de récupération. Il faut avoir une vue systémique sur le problème. Il faut avoir l'ensemble et la vue vraiment holistique de notre situation avant de se dire « Ah, on va faire une usine à hydrogène ». Oui, mais pourquoi faire? Ouais. Alors la question que beaucoup de téléspectateurs sont en train de se poser, Francesco Contino, c'est ma voiture d'aujourd'hui, celle que j'ai achetée en 2023 ou 2020 ou 2018. Demain, on arrive à produire ces fameux carburants de synthèse. Je pourrais rouler avec ce véhicule que je possède aujourd'hui ou ça n'aura rien à voir? Absolument. Donc la compatibilité est totalement assurée. La seule question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'on pourra rouler autant que maintenant? Pourquoi? Si on regarde la quantité d'énergie qu'on consomme pour la mobilité, c'est à la grosse louche un quart, si on regarde différents pays, un quart de notre consommation finale, on se retrouve avec des quantités qui sont tellement grandes. En Belgique, c'est environ 100 TWh, que ça va être très difficile d'apporter cette énergie sous une forme qui ne vient pas du pétrole. On est passé au pétrole. On n'a pas développé les moteurs à partir du pétrole, on a développé les moteurs à partir de sources renouvelables. Le moteur diesel a été développé avec de l'huile végétale, le moteur essence avec du gaz qui est du charbon. On est passé au pétrole simplement parce que c'était super facile.
sortir du pétrole va être particulièrement difficile si on veut des grandes quantités. Donc, pour répondre à votre question, les moteurs seront compatibles. On le fait déjà. Un exemple particulier, c'est le méthane, le gaz naturel comprimé. On l'utilise en Italie, il y a beaucoup de voitures comme ça. On a aussi le méthanol, c'est très, très facile à utiliser également. Mais par contre, les quantités, avant d'arriver à une quantité telle qu'on a pour l'instant avec le pétrole, on est encore très loin. Donc c'est plutôt la difficulté à en produire suffisamment pour notre consommation, en tout cas si on continue à consommer autant qu'aujourd'hui. Absolument. C'est ça l'équation. Je voudrais qu'on éclaircisse un point, Aurore Richel. Ces moteurs qui utiliseront demain peut-être des carburants de synthèse, ça veut dire qu'ils ne rejettent plus de CO2, ils sont neutres climatiquement ou c'est pas tout à fait exact ? C'est pas exact du tout, en fait. Un carburant de synthèse, ça reste un hydrocarbure, donc une molécule composée de carbone et d'hydrogène majoritairement. Et donc, dans un moteur thermique, forcément, ça va rejeter du dioxyde de carbone, comme de l'essence, comme du diesel, comme n'importe quel autre carburant pétrolier. C'est exactement la même chose. Il faut bien se rappeler que ce sont des molécules qui sont quasiment similaires à celles que l'on retrouve dans le pétrole. Et donc, au niveau de l'usage, ça va générer les mêmes coproduits qui sont néfastes pour l'environnement, à savoir le dioxyde de carbone. Et donc ça veut dire que d'un point de vue purement climatique, ça n'a d'intérêt que si on arrive à capturer le carbone au moment du pot d'échappement. Exactement, vous avez tout compris. Donc c'est ça qu'il faut aussi envisager dans cette forme de transition si on va vers ces carburants de synthèse. Exactement. C'est possible ça, de capturer le carbone au niveau du pot d'échappement ? Oui, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Est-ce que c'est réaliste ? Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Économiquement réaliste, encore plus compliqué. Il y a eu des démonstrations, je dirais plutôt théoriques. À ma connaissance, technique, expérimentale, pas vraiment. Peut-être que c'est envisageable sur des transporteurs comme des bateaux ou des camions. Tout à l'heure, des gros consommateurs. Voilà, exactement. Alors, je voudrais qu'on se pose la question du coût. On va se poser la question du coût en deux temps. Le coût environnemental ou climatique et puis le coût économique ensuite. Alors, faisons peut-être la comparaison, Francesco Contino, si vous voulez bien, entre moteur électrique et carburant de synthèse. D'un point de vue climatique, pour vous, la balance penche de quel côté ? La bonne réponse, c'est ça dépend. Ça dépend vraiment de où on a produit la batterie, surtout de notre voiture électrique. J'ai lu quelque part qu'il fallait 5 fois plus d'énergie pour produire du carburant de synthèse que pour faire fonctionner une voiture électrique. Et que donc on devrait utiliser 5 fois plus d'énergie pour faire rouler une voiture au final avec du carburant de synthèse. Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut de nouveau voir les choses de manière systémique. Donc dans toutes les projections qu'on peut voir, les différentes études sur la transition énergétique, on voit que la mobilité électrifiée, la mobilité personnelle, donc les voitures, électrifiée est plus efficace. Ça permet d'arriver plus rapidement à la transition de manière moins coûteuse. Et donc, clairement... Donc ça, il y a un consensus scientifique là-dessus. Il y a un consensus scientifique là-dessus. Il n'y a pas de... Effectivement, donc la voiture électrique semble être la meilleure solution. Évidemment, quand je dis ça, ce n'est pas forcément la solution la plus robuste. On ne sait pas si, avec les incertitudes qu'on peut avoir, par exemple, vous avez mentionné le nucléaire plus tôt, dans la production d'électricité, si tout va suivre, parce que la mobilité électrique n'est qu'un des maillons d'une chaîne de la transition énergétique. Quand on entend parfois, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans le débat public, oui, mais les voitures électriques, on ne calcule pas tout, parce qu'il y a le coût de la production des batteries, il y a le recyclage après, et au final, le gain environnemental et climatique n'est pas aussi élevé que le prétendent les défenseurs de la voiture électrique. Ils ont raison ou pas ? Mais c'est là où je vous disais que ça va dépendre d'où la batterie est produite. En fonction des études de cycle de vie qui ont été faites, et il y en a eu de nombreuses, même en prenant le mix énergétique actuel européen, moyen, c'est clair que la voiture, et c'est pour ça que je vous le disais, la voiture électrique est plus vertueuse. En plus, dans le futur, où on aurait, et c'est bien pour ça que je vous disais que c'est un des maillons de la chaîne, beaucoup plus d'énergie renouvelable ou décarbonée, eh bien, cette énergie qu'elle utilise, cette voiture électrique, est totalement décarbonée. Donc, il faudra simplement amortir sa production. Si elle est produite par ailleurs à un endroit où on a beaucoup d'énergie renouvelable, vous sentez que tout doucement, on a résolu pas mal de problèmes climatiques. On n'a pas forcément résolu tous les problèmes en termes de matériaux, etc., et tous les autres impacts que peut avoir une voiture. Alors, on a parlé climat, il faudrait qu'on élargisse peut-être à la pollution d'une manière générale. Aurore Richel, donc on a parlé de l'émission de CO2 qui se poursuivrait, il faudrait donc capturer le CO2. Le carburant de synthèse, il est intéressant pour les autres types de pollution. On sait que quand on roule, quand on est à côté d'une voiture, quand on est en ville, on respire du soufre, du dioxyde d'azote, des particules fines. Toutes ces choses-là, ça disparaît avec le carburant de synthèse ou pas ? Alors, pas toujours, et c'est là où c'est un peu complexe. C'est des carburants de synthèse, il en
en existe de différentes formes, de différentes sortes, ça dépend à partir de quoi ils ont été produits, etc. C'est pas parce qu'on a synthétisé soi-même un carburant qu'on s'affranchit de la pollution aux oxydes de soufre, aux oxydes d'azote. Ça dépend vraiment de la manière dont le carburant est formulé, de ce qu'il y a dedans, des additifs qu'on y a rajoutés. Et donc, c'est une question qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Et on ne sait pas répondre à ce stade si oui ou non les carburants de synthèse vont éliminer toute forme de pollution. On sait que ça va quand même contribuer à un certain niveau de pollution. Ça veut dire que ça pollue malgré tout donc plus qu'une voiture électrique, en tout cas au niveau de l'atmosphère. Au niveau de la phase d'usage en tant que telle, effectivement, ça continue à générer des émissions d'oxyde de Donc on pourrait carbone. même imaginer, je vous pousse peut-être le bouchon un petit peu loin, que dans une zone de basse émission comme il en existe une à Bruxelles, ces voitures de demain avec le carburant de synthèse, elles pourraient peut-être ne pas être autorisées à rouler quand même. Elles pourraient ne pas être autorisées en fonction du niveau de dioxyde de carbone, si on s'en limite à ça, qu'elles émettent. Ouais. Je reviens sur la question de la production que vous pointiez tout à l'heure, Francesco Contino. Donc il y a une entreprise en Europe qui s'appelle Nest, qui est finlandaise, qui produit déjà des carburants de synthèse. Si mes chiffres sont exacts, ils ont produit à peu près 100 000 tonnes par an. Il en faudrait, j'imagine, beaucoup plus si tous les Européens devraient rouler avec ces carburants demain. On a une idée du montant, du volume. Est-ce que ce serait envisageable? Est-ce que c'est intellectuellement imaginable ou pas? Alors, je n'ai pas fait le calcul, je ne pourrais pas vous dire un chiffre là tout de suite. Pour moi, à l'heure actuelle, ça me paraît complètement invraisemblable de produire les quantités dont on aurait besoin à demande constante. Donc, ça veut dire que ça va être réservé aux véhicules de luxe ou à des niches particulières? Alors j'espère que ça sera réservé pas spécialement aux véhicules de luxe, même si j'ai rien contre les véhicules de luxe, mais je pense qu'il faudrait plutôt réserver cela à des modes de transport, par exemple les modes de transport en commun, certains modes de transport en commun. Le transport de fret, c'est quand même la moitié de notre consommation d'énergie pour la mobilité en Belgique. Les transports marins, éventuellement l'aviation. Tous ces transports-là sont beaucoup plus difficiles à électrifier, et donc il faudrait plutôt réserver les fuels synthétiques à ces modes de transport-là. Ouais. Les e-fuels ou les carburants synthétiques, j'ai lu quelque part que c'est aujourd'hui très cher à produire, que si on doit le vendre au coût de la production, ce serait aux alentours de 5 € le litre. Donc ça veut dire beaucoup plus cher que notre essence et notre diesel. C'est exact, Richel? C'est exact, et en fait ça vient du fait que le niveau de maturité technologique n'est pas encore atteint. Donc on a encore des procédés qui ne sont pas tout à fait optimisés, etc. Et puis forcément, on en produit peu, et donc si on en produit peu, le prix sur le marché est relativement élevé. Ouais. Ça peut baisser quand même dans les années qui viennent? Ça peut baisser si on produit plus et si on améliore les procédés, mais dans l'ensemble, ça restera quand même plus cher qu'un carburant pétrolier, parce que le pétrole reste quand même assez simple à convertir en carburant. Ouais. Mais si des grands marchés comme l'Europe et les États-Unis, parce que les États-Unis ont aussi l'air de se diriger très clairement vers la voiture électrique, si les grands marchés restent à l'écart de ce carburant de synthèse, ça veut dire que ça ne baissera pas de manière significative rapidement. Exactement. Dans l'industrie, c'est toujours la même chose. Plus on produit à grand volume et moins on produit avec un coût exorbitant. Ouais. Et donc forcément, si on a des entreprises qui ne sont pas prêtes à jouer le jeu et qui ne sont pas capables de produire en grand volume, le prix restera élevé. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait le choix de la voiture électrique et que le carburant de synthèse, à l'exception de certains domaines particuliers, on va y revenir dans un instant, ça n'est a priori pas crédible pour la voiture individuelle? Pour les scientifiques, ça reste problématique, effectivement, un carburant de synthèse. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on parle souvent du niveau européen, de nous-mêmes, de nos villes, etc. Mais il y a aussi les pays d'Afrique, les pays d'Asie, où il y a encore des moteurs thermiques en fonctionnement. Et les carburants de synthèse, si les scientifiques continuent à les étudier, c'est aussi pour répondre aux problématiques qui proviennent de pays émergents ou de pays en développement qu'on oublie souvent dans les équations environnementales. Ouais. Francesco Contino, ça c'est l'autre partie de l'enjeu. C'est est-ce que notre filière automobile va être prête à absorber le choc du passage à l'électrique. Donc 2035, on rappelle, c'est la vente de voitures neuves. Ça veut dire qu'il y aura un certain nombre de véhicules d'occasion qui continueront à rouler et à pouvoir être vendus. Mais ça veut dire que la filière de l'automobile, elle doit faire ce shift énergétique. Elle est prête à le faire pour vous ou pas? Alors, il y a deux éléments. L'Europe, quand elle a pris ses décisions de 2035, a fait une sorte de rétroplanning. Ils se sont dit, en 2050, on ne veut plus de voitures thermiques. En moyenne, une voiture va rester jusque 15 ans sur le territoire européen. Et donc, 2050 moins 15 ans, ça fait 2035. On arrête de vendre des nouveaux véhicules, d'alimenter la pompe, si vous voulez, de nouveaux véhicules. Est-ce qu'on sera prêt avec la quantité de voitures électriques pour remplacer l'ensemble de la flotte? Je ne pense pas, et je ne pense pas qu'on devrait.
Alors, pour vous donner un chiffre et un ordre de grandeur, en Belgique, on consacre environ 10 milliards par an, simplement, donc collectivement, c'est individuellement aussi, en achetant des voitures, pour renouveler la flotte. On a environ 500 000 nouveaux véhicules qui rentrent sur la flotte belge. C'est 10 milliards qu'on consacre à la mobilité, qu'on ne consacre pas à autre chose. Alors, peut-être que les véhicules électriques vont encore diminuer de prix. Je ne pense pas que c'est la tendance actuelle parce qu'il y a de plus en plus de demandes sur les batteries. Et donc, ça veut dire que ce chiffre va potentiellement augmenter. Et de toute façon, c'est quand même une manne qu'on ne met pas sur autre chose, sur la transition énergétique dont on a besoin, les rénovations des maisons, le passage. Ça veut dire qu'on doit repenser notre mobilité et être moins gourmand en mobilité. Mais totalement. Et je pense que le mot sobriété, là, est important. Il faut pouvoir repenser sa mobilité différemment, ne pas voir les alternatives à la voiture comme des gestes liberticides et se dire que oui, on peut avoir un autre type de mobilité et il n'y a pas trop de problèmes finalement à résoudre pas mal de problèmes si on limitait les voitures. Un premier geste, si on me demandait demain quoi faire, arrêter la voiture de société. Première chose à faire, arrêter la voiture de société. Vous n'allez pas être populaire. On voit que vous n'êtes pas candidat pour les prochaines élections. Je ne sais pas. Aurore Richel, je blaguais, bien sûr. Aurore Richel, Francesco Contino a dit à plusieurs reprises, les carburants de synthèse, ça peut avoir de l'intérêt, pas pour la voiture individuelle, mais pour le transport de fret. On peut parler du transport maritime, gros consommateur de kérosène, et là c'est des fuels lourds, si je ne me trompe pas. On peut parler du kérosène pour les avions. Ça c'est l'avenir pour... on ne peut pas imaginer des avions électriques ou des super-tankers ou des gros cargos électrifiés. Il faudra imaginer des carburants de synthèse si on veut les aider à passer la transition climatique. Effectivement, c'est deux modes de transport qui sont plus difficiles à électrifier et à l'heure actuelle, la recherche est un peu en train de se bloquer sur ces problématiques et les scientifiques sont d'accord sur le fait que les carburants de synthèse pourraient offrir des options. Donc on a du kérosène de synthèse qui pourrait être à destination de l'aviation civile et commerciale. Et puis on pourrait avoir des carburants de synthèse spécifiques qui seraient adaptés au transport par bateau, qui est souvent un mode de transport qui est oublié dans les discussions climatiques. Alors que c'est un des plus polluants en réalité. Alors que c'est un des plus polluants. Il est quasiment tout aussi polluant que le transport aérien. Mais c'est quelque chose que l'on oublie. Et auprès du grand public, c'est quelque chose qui a du mal à percoler parce qu'on pense toujours que le bateau, c'est quelque chose de propre. Alors que parfois, ça ne l'est pas. Les carburants qui sont utilisés pour le moment, c'est vraiment le fond de cale de l'industrie pétrolière. Ils sont très chargés en soufre et donc ils émettent énormément de polluants dans l'atmosphère. Ouais, mais ça va reposer le problème économique. C'est-à-dire que si on passe à une aviation avec des carburants de synthèse ou à du transport maritime ou de la marine de plaisance avec du carburant de synthèse, ça veut dire que les prix vont augmenter ? Normalement, oui. Et on le voit d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a déjà du kérosène de synthèse qui est rajouté dans du kérosène traditionnel pour l'aviation. Ça se répercute sur le prix du billet pour le voyageur. C'est quelque chose qui est normal. Les carburants de synthèse restent plus chers que les carburants traditionnels. Alors, vous êtes chercheuse. Je voudrais quand même qu'on termine avec un argument en faveur de ces carburants de synthèse. Ça pourrait servir à plein d'autres choses que la mobilité, exact ? Exactement. Il ne faut pas oublier aussi que des carburants, on en a besoin pour faire fonctionner les industries, ce que l'on oublie aussi. Et puis, les molécules que l'on synthétise par voie artificielle, elles peuvent servir à d'autres domaines. L'ammoniac, par exemple, peut très bien servir à la mobilité, mais c'est une molécule de base pour le secteur chimique, par exemple. Avec de l'ammoniac, on fait tous les engrais azotés qui sont nécessaires pour l'agriculture. Et c'est là où sont les voies les plus prometteuses. C'est peut-être pas faire de la synthèse à destination de la mobilité, c'est probablement réfléchir les modes de synthèse aussi pour d'autres secteurs qui sont des secteurs industriels. Ouais. Francesco Contino, il a fait référence tout à l'heure, il faut qu'on apprenne peut-être à avoir de la sobriété dans nos déplacements. Si on a toujours ces débats sur voitures électriques, carburant de synthèse, c'est parce qu'on n'a pas le courage d'avoir le débat justement sur la réduction de notre consommation d'énergie. Alors, il y a ça, il y a aussi une autre chose, c'est qu'à l'heure actuelle, les technologies qu'on est en train de développer ne sont pas à un niveau de maturité suffisant. Et donc, on doit encore faire des efforts de recherche pour ramener tout à un niveau industriel qui nous permettrait de comparer les avantages et les inconvénients de chacune des options qu'on propose. Ouais, vous êtes d'accord avec cette conclusion, Francesco Contino ? Totalement. On a un budget CO2, on est en train de le grignoter chaque année. Il y a vraiment urgence.
ne misons pas sur des peut-être, misons sur des certitudes. Merci beaucoup. C'était Francesco Contino, professeur à l'école polytechnique de Lucé-Louvain, spécialiste de l'énergie et de la transition énergétique, et Aurore Richel, professeur en sciences chimiques à l'université de Gembloux, qui dépend maintenant de l'université de Liège. Merci à tous les deux d'être venus débattre de cette question-là et nous avoir éclairé sur le plateau de Plus d'Actu. Demain, on va rester dans la mobilité. On va se poser la question de l'encadrement de l'usage des trottinettes électriques. Faut-il durcir les règles? Faut-il par exemple avoir des plaques d'immatriculation? Faut-il imposer un permis aux utilisateurs? On se posera ces questions demain à partir de 17h. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, notre émission matinale, on recevra notamment Olivier Minguin, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. Continuez à bien vous informer et à demain.